Assalamu alaikum, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Comore Initiative, une plateforme participative et citoyenne. Comore Initiative, c'est un think tank qui a été composé en 2015 et dont le but est de mieux comprendre les problématiques et les enjeux collectifs pour apporter des solutions ou des pistes de résolution. Aujourd'hui, l'entretien que nous tournons se fait dans un contexte particulier. Nous sommes au lendemain de la fin de la compétition de la Coupe d'Afrique des Nations, à laquelle les Comores se sont qualifiés. La finale a eu lieu hier. Et le but de cet entretien, ça va être de comprendre ce que cette compétition a révélé par rapport au football comorien. Et pour nous accompagner dans cette démarche, nous avons la chance, l'opportunité d'accueillir l'ancien sélectionneur des Comores, Monsieur Amir Abdou, qui est artisan de la première qualification historique des Comores lors de la CAN 2021. Monsieur Amir Abdou, bonjour. Salam alaikum, bonjour. Comment ça va? Comment ça se passe à Agadir? Ça va. Difficile de construire une équipe là avec toutes les problématiques qu'il y a eu dans ce club-là, mais voilà, on s'accroche et on reste positif pour la suite. D'accord, ok. Donc, comme je disais, le but de l'entretien aujourd'hui, c'est surtout de parler de l'équipe des Comores et du parcours durant cette CAN. Il y a eu une phase de qualification qui s'est très bien passée. Les Comores ont, disons, surnagé en finissant même premier de leur groupe. Et en arrivant dans cette compétition, on a fait un parcours qui, moi, me semble correct. Une défaite face au Maroc, 2 matchs nuls face au Mali et à la Zambie. Toutefois, il y a une frustration qui a été mise en avant, hein, surtout on a vu ça sur les réseaux sociaux et même ici au Maroc. Les supporters étaient frustrés. Ma première question, en fait, ça a concerné ton ressenti général par rapport à cette élimination, sachant que tu as été acteur lors de la première qualification des Comores à la CAN et qu'aujourd'hui tu es en tant qu'observateur. Donc voilà, quel est ton ressenti par rapport à cette élimination? Forcément, les supporters sont déçus. On a été déçus un petit peu de l'arrêt dans les poules au niveau des Sélacantes. Voilà, après, ils ont fait quand même un parcours honorable. Faut pas l'oublier aussi. Malheureusement, ils n'ont pas pu passer en huitième de finale. Il leur a manqué peut-être quelque chose, notamment un petit peu d'enthousiasme, de dynamisme, de créativité et d'envie d'aller vers l'avant. Voilà, chose qu'on n'a pas trop vue. Après, le parcours s'ils font cette comparaison, c'est vrai que c'est complètement différent. On était dans un contexte assez différent par rapport à l'autre CAN. Voilà, l'équipe nationale est en progression et il faut laisser continuer à travailler. D'accord. Et cette élimination, qu'est-ce qu'elle révèle, enfin, qu'est-ce qu'elle montre du niveau réel du football comorien? On ne peut pas faire de comparaison avec certaines nations. Voilà, faut savoir, on est quand même une fédération assez jeune. Certes, il y a aussi de la qualité. Après, l'équipe, pour moi, elle n'est pas assez équilibrée dans certains domaines. Voilà, laisser le temps au temps. Et je pense qu'avec peut-être l'arrivée de nouveaux jeunes, puisqu'il y a énormément des jeunes qui émergent en Europe, je pense que peut-être elle pourra être compétitive dans les années à venir. Après, il faut savoir que on n'a pas un palmarès monumental, hein. On a fait une CAN. Voilà, c'est vrai que les supporters comoriens sont des fervents et ils sont des passionnés, on l'a vu. Hein. Vous avez vu le public qu'il y a eu au Maroc et beaucoup d'étudiants et aussi cette ferveur qu'il y a eu. Voilà, je pense qu'il faut laisser le temps à cette équipe nationale de continuer à se construire et de revenir régulièrement dans cette compétition qui est prestigieuse pour notre nation. Hmm. D'accord. Donc en fait, là, pour résumer, par rapport à cette compétition-là, est-ce qu'on peut dire qu'on a eu une élimination qui est honorable ou bien il y a quand même eu une occasion manquée? Peut-être avec un peu plus d'envie d'y croire. Ça s'est pas fait. Il y a eu ce côté un petit peu jouer avec le frein à main, cette équipe-là, on l'a senti. Voilà, peut-être ce côté-là, mais je trouve que par rapport à ce qu'ils ont réalisé, par rapport à ce que l'équipe a montré, voilà, c'était un parcours pour moi honorable, quoi. Ok, d'accord. Donc là, on a parlé un peu de ce qui se passait sur le terrain. Est-ce qu'on peut parler un peu de ce qui s'est passé, on va dire, en dehors du terrain, notamment sur la phase de préparation avant la compétition?
On avait vu que les joueurs se sont vus annoncer une diminution de leur prime de qualification. Il y a eu aussi, au niveau de la préparation à Malmort, je crois, un retard dans l'arrivée des joueurs à Malmort, parce que je crois qu'ils ont été relâchés un peu plus tard par leur club. Tout ça, qu'est-ce que ça dit notre capacité à gérer à la fois les imprévus et à gérer aussi tout ce qui est autour, tout ce qui est autour, quoi. Je pense que le problème, il est général au niveau des joueurs qui ont été un petit peu libérés très tardivement de leur club. Mhm. Toutes les nations, elles sont pleines un petit peu de ce fonctionnement qu'il y a eu. Concernant ces problématiques de primes, de ce qui peut être extra-sportif, entre guillemets, qui est important, Oui. Je trouve que c'est général au sein de l'Afrique. Beaucoup de nations qui n'ont pas pu, qui ont fait des grèves. On en a vu, des grandes nations qui n'ont pas voulu jouer sur les premières journées. C'est récurrent dans l'organisation. Après, il y a aussi le fait aussi de manque d'anticipation, de connaissances aussi qu'on n'arrive pas à gérer. Et je trouve aussi que l'État donne aussi des moyens qu'on n'a pas pu avoir avant. On voit un investissement énorme au niveau de l'État. Il suffit juste de regarder le président de la République, encore un des premiers qui est arrivé sur la terre marocaine. Et on l'avait vu au Cameroun. Il était arrivé aussi le premier sur la première journée de notre match contre le Gabon. Voilà, ils sont quand même investis. L'État met quand même assez des moyens. Et forcément, c'est toujours sur un point de mesure, dans le sens où on aimerait tout avoir, mais c'est très compliqué en termes de structuration. Il y a plein de choses à améliorer. Voilà, après, moi, je ne suis pas à l'intérieur sur le fonctionnement que peut avoir une fédération et un travail en binôme avec l'État. Voilà, et je pense qu'il y a des choses à avoir en termes de réflexion. Comment se structurer, comment pouvoir aussi évoluer dans ce côté-là. Et c'est des choses qui peuvent être rectifiées, qui peuvent aussi être améliorées dans l'avenir, quoi. Tu as Ouais. des idées en tête par rapport à ce qui pourrait être amélioré en priorité? L'anticipation, de mettre en place aussi, je l'ai vécu sur une autre nation, voilà, des personnes qui peuvent aussi venir à la veille, une semaine avant pour voir au niveau des infrastructures sur place, des réunions de suivi avec le gouvernement. Voilà, il y a plein de paramètres, mais je pense qu'on est les rois du dernier moment. Voilà, on s'affole sur l'organisation. Voilà, il y a un match, je sais pas, dans les 15 jours qui arrivent, les 5 derniers jours, avant la compétition, on s'affole. Voilà. Après, je sais pas d'où le problème il est, mais voilà, il y a vraiment ce souci-là de dire, on doit être dans l'anticipation. C'est important d'être dans l'anticipation, dans la compétition. Pourquoi? Parce que tout se dégringole. La problématique, elle est elle va arriver d'un bas et puis il y aura des répercussions sur le sportif, quoi, derrière, quoi. Donc il y a le côté concentration et moi j'ai vécu des choses où c'est anormal, où peut-être il y a des joueurs la veille, ils savent pas s'ils peuvent avoir leur billet de match pour les familles, leur prime la veille de match. Ils sont pas là ils sont là pour être prêts pour jouer, pas penser à ces problématiques-là. Oui, tout Voilà. à fait. Ouais, tout à fait. C'est vrai que, c'est comme tu disais, c'est des problématiques extra-sportives et eux, leur métier, c'est le ballon, C'est de c'est de jouer. gratter le ballon, c'est de jouer. Donc oui, de se soucier de savoir s'il va y avoir son proche qui va pouvoir rentrer ou pas, c'est vrai que ça vient troubler un peu l'esprit pour rien, surtout que normalement, il y a des gens qui devraient pouvoir le faire. J'ai une autre question qui concerne la progression de l'équipe. Est-ce que tu juges que la progression de l'équipe, elle est structurelle, depuis qu'elle est sur le devant de la scène, ou est-ce que on fonctionne ou on continue de fonctionner sur des exploits qui sont ponctuels? Elle progresse parce qu'il y a de plus en plus de binationaux qui font le choix de venir avec l'équipe nationale. Et ça, je trouve que c'est parlant. On le voit au niveau de certaines des qualités de joueurs qui arrivent. Beaucoup de jeunes qui
qui émergent dans les centres de formation. Pour moi, c'est de la progression. Après, on peut pas dire qu'on est une grande nation de football parce que on est toujours là pour apprendre parce que cette fédération, comme je le répète, c'est une fédération jeune. On peut pas rivaliser avec des grandes nations. Ça va être du one shot, hein, ça va être sur un coup, ça va être sur un match. Voilà. Et rééditer tous ces exploits-là, voilà, c'est très compliqué. Pour moi, ce sont des exploits. D'accord. Ce sont des exploits. Ce sont des exploits parce que on n'a pas encore l'aspect où voilà, les Comores, c'est une nation qui fait partie du top 50 africain. Ils sont pas encore là, voilà. Mais il y a une progression. Il y a une progression. Pour l'instant, pour moi, c'est sous forme d'exploit. Moi, je pourrais dire d'exploit. Moi, je l'ai vécu, je sais ce que c'est, voilà. Mais et ce qui est important dans ce que je dis, c'est que les Comoriens, il y a ce côté patriotiste. D'accord. Voilà. Et qui permet à cette équipe-là d'arriver à avoir des résultats. Voilà. Le Comorien aime son pays. Quand il vient pour jouer pour la nation, dès que l'hymne est passé, il y a ce côté qui le joueur change. C'est-à-dire que le Comorien peut battre n'importe quelle nation. Ce côté-là, je veux dire sur un match, voilà, on l'a vu. On peut pas nier le parcours qu'elle a fait sur les qualifications de la Coupe du Monde. Elle est allée battre la Tunisie, elle a fait un bon parcours. Après, elle a perdu un petit peu le fil sur les derniers matchs. Voilà. Mais on peut pas nier que le joueur ne donne pas à 200% pour leur nation. Ça, c'est la force de l'équipe nationale. D'accord. Donc en fait, les joueurs, nos joueurs, comme les joueurs des autres grandes nations, ils ont en fait cette conscience que jouer au football, ce n'est pas que jouer au football. Derrière, il y a des symboles. Il y a le symbole de la nation, un symbole de l'identité nationale, le ciment en fait culturel. Tout ça, c'est des choses qu'ils ont à l'esprit. Exactement, exactement. Et je dis ça parce que faut regarder faut pas se leurrer. On n'a pas des joueurs qui jouent la Ligue des Champions tous les week-ends. On n'a pas des joueurs qui jouent la Ligue Europa tous les week-ends. Il n'y a pas des joueurs qui jouent les premiers rôles en première division en France ou dans le championnat anglais, en première ligue. Voilà, on a des joueurs qui ont cette âme-là de combattants et ce symbole de patrie. Voilà. Et ça, c'est une force. C'est une force qu'un joueur peut-être n'aura pas sur des grandes nations. Nous, la force, elle est là. D'accord. Et du coup, en fait, est-ce que quand toi, tu as pris l'équipe au tout début, est-ce que justement, en faisant venir ces joueurs, est-ce que tu as eu besoin d'instaurer quelque chose pour insuffler cet esprit ou est-ce que naturellement ça s'est fait? On l'a instauré. On l'a instauré quand je prends l'équipe nationale en 2014. Il y avait énormément de problèmes financiers au sein de la fédération. On fait notre premier match contre le Burkina Faso où l'équipe elle commençait à prendre un petit peu des couleurs et des joueurs qui arrivaient de tout horizon. Et puis l'équipe nationale s'est arrêtée pendant un an parce que la fédération n'avait plus les moyens. Donc on s'est retrouvé à plus faire de matchs pendant un an. Et il fallait remettre la machine en marche. On a retravaillé derrière. Et il y a eu ce côté fédérateur où les joueurs sont allés chercher ce côté de fratrie, de communion, et que derrière, au fil des années, ils ont pris acte et ils ont pris conscience que on pouvait faire quelque chose avec cette équipe nationale. On a commencé à travailler, ça a pris du temps. Certes, ça a pris du temps, mais on a travaillé quasiment avec le même groupe. C'est semé d'embûches. Hein. Ça a été semé d'embûches, des prises de décision de la fédération qui ne voulait plus. Voilà, on nous a mis des bâtons dans les roues, mais on a continué à travailler. Moi, je me suis battu et on a été chercher cette première qualification qui a été magnifique pour le pays et forcément, ça a été un énorme parcours que voilà, moi je m'en souviens comme si c'était hier parce que on a beaucoup souffert, quoi. On a beaucoup souffert. Les gens le savent pas, mais ça s'est pas fait du jour au lendemain parce que personne ne croyait en nous. Voilà. Et il faut que le public et les gens comprennent que voilà, c'est un collectif qui joue. C'est pas on n'a pas de joueur qui arrive à un niveau supérieur, qui va faire tout seul la différence. Voilà, c'est vraiment un collectif, quoi. Il y a un collectif qui fait que cette sélection-là, elle peut renverser des montagnes, quoi.
D'accord. Ok. Et donc en fait, juste sur cette époque, disons que- juste quel a été ton obstacle principal, vraiment, s'il y en avait un que tu devais désigner. La croyance, les dirigeants, Ouais. Mm. dirigeants, Mm. parce que le dirigeant actuellement, ils sont beaucoup sur les réseaux sociaux, les on-dit, l'entourage qu'ils peuvent avoir, fait que ben voilà, c'est pas l'homme là des situations, voilà. Comme on dit souvent, nul n'est prophète dans son pays. Voilà. Moi j'ai eu cette difficulté-là, Ah donc bon? Pourtant, tu sais que justement en ce moment, moi ouais. j'entends, suite en plus à cette CAN, quand il y avait Amir, c'était mieux. Est-ce que tu penses que c'est une comparaison qui a du sens C'est ou incomparable, c'est incomparable? incomparable, Ok. incomparable, incomparable, parce que voilà, nous, comme je l'ai dit, même il y avait certains cadres qui sont encore là. Voilà, j'avais des cadres, j'avais d'autres joueurs. On s'est construit ensemble. On n'a pas mis 2 ans, on a mis quand même 7 ans, 8 ans pour arriver à une première CAN. Voilà, mais les gens, il faut qu'ils comprennent que la fédération, elle est affiliée depuis 2005, 2006, quoi. Quand vous prenez le Sénégal, c'est 68, je crois 68, 69, je sais plus. Ouais, c'est une fédération qui est là, qui est en train d'accroître, qui est en train de se construire, qui a ses qualités et ses défauts. euh, voilà, et que derrière, la construction, elle se fait avec de la compétence aussi. Voilà, il faut se chercher aussi la compétence. Il faut s'appuyer sur ce qui est de bien, et ce qui ne va pas, il faut travailler dessus aussi, quoi. Et ça, je trouve ça important. Il faut vraiment qu'il y ait un diagnostic qui doit être fait et une remise en question. Non pas que derrière, l'équipe nationale, elle gagne. Non. Pourquoi elle gagne? Qu'est-ce qu'on doit faire de bien pour pouvoir aussi améliorer cette équipe nationale? Qu'est-ce qu'on doit faire en plus? Se poser les bonnes questions, quoi. C'est pas parce que l'équipe nationale va gagner un match que ça y est, c'est fini. Non. Il faut améliorer. Il faut travailler sur l'existence, ce qui marche bien, et derrière, prendre aussi, faire aussi, euh, voir aussi ce qui ne fonctionne pas. Prendre des bonnes personnes. Et ça, je pense que derrière, on n'a pas, on prend pas cette conscience-là. Voilà, on est sur le résultat. Et qui prend pas cette conscience-là? Le public ou Peut-être les deux? le public, les personnes qui sont aussi qui sont dirigeantes aussi. Voilà, pour moi, la problématique qui est récurrent en Afrique, c'est le résultat. Du moment, les gens, ils veulent que du résultat. Mais ils savent pas que derrière, il y a une construction derrière. Les résultats sont moyens. Voilà. Voilà. Ouais. Et ils se posent pas la question pourquoi l'équipe nationale elle perd. Ils se disent pas ils n'ont pas eu leur prime, ils ont été mal logés. Ce sont des humains les joueurs. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a ce côté-là, il y a la fatigue aussi à mettre en place. Il y a plein de paramètres qui font que derrière, on se dit les gens ils attendent que le résultat. Le public c'est normal, ils attendent que le résultat final. Mais les dirigeants ils doivent être là pour accompagner cette équipe-là, l'équipe à pouvoir avancer et à pouvoir être plus performant par la suite. C'est ça que je reproche un petit peu, dans le sens où, voilà, donc cet accompagnement-là, je ne la vois pas. Ok. Quand une nation le perd, qui c'est qu'on vise? C'est le sélectionneur. Ouais. C'est pas les joueurs, c'est le sélectionneur qu'on va viser. Ouais. Mais ils se posent pas la question, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période-là? Ouais, c'est vrai. Justement, là, c'est un peu ce qui s'est passé lors de cette dernière CAN. Donc, du coup, est-ce que la frustration, elle est mal dirigée et on se trompe de combat? Pour moi, on se trompe de combat. Hmm. On se trompe de combat. Faut se poser les bonnes questions. Vous regardez le transfert market du Mali, quand je joue le Mali, je crois que ça dépasse peut-être les 100 ou les 110 millions. Nous, on est même pas peut-être à 8 millions, 8, 9 millions. Vous voyez un petit peu cette différence en termes de qualité. Mais attention, comme je l'ai dit, on peut tout voir sur un match. On peut tout voir sur un match. Il y a ce côté rigoureux, même rigoureuse d'une équipe qu'on peut avoir, cet aspect disciplinaire qu'on peut avoir, ce côté aussi, ce facteur chance. Voilà. Après, projet de jeu, on a le coach qui va mettre en place un projet de jeu. Peut-être il s'est trompé sur le projet. Voilà, il y a une réflexion à avoir. Lui-même, je pense que Stéphano se posera aussi la question.
Qu'est-ce que j'ai fait de bien? Qu'est-ce que j'ai pas fait de bien? Donc il y a ce côté aussi de réflexion que l'équipe nationale n'a pas marqué de but. Voilà, il y a tous ces paramètres-là. Chacun se remet en question. Donc ça, c'est important. Et il n'y a pas ce côté-là. Il y a ce côté aussi, ce qui se passe dans les coulisses aussi. Il y a tous ces paramètres-là qu'il faut pas oublier. Oui, Tu as évoqué tout à l'heure l'aspect financier. Voilà, c'est important. C'est important aussi que derrière, les conditions, les joueurs qui sont arrivés au dernier moment, comme préparation d'un match, voilà, il y a tous ces paramètres-là qu'il faut jauger, quoi. Tout à fait. Tout à fait. Je vais changer un tout petit peu de sujet et partir en fait sur le football et sa symbolique. Parce que comme on se disait tout à l'heure, quand les joueurs rentrent sur le terrain, ils ont cette conscience qu'ils représentent une nation, etc., etc. Et on a l'impression, enfin, que des pays comme le Maroc, le Sénégal, l'Arabie Saoudite, c'est des pays qui ont compris quelque chose à travers le football. Qu'est-ce qu'ils ont compris exactement? Moi, je pense qu'on on peut pas se comparer à ces nations-là. On est très très loin. Point de vue économique, on ne pouvez pas vous comparer à l'Arabie Saoudite. Le Sénégal, c'est idem. Le Sénégal, il y a des académies partout. Quand on voit Djambar qui ont signé partenariat avec le Metz depuis des années, ils sortent des joueurs chaque année, les Sadio Mané qui sont passés, et tout consort qui sont passés par Metz. Le Maroc, on regarde cette CAN qu'elle a pu mettre en place, extraordinaire, on est en Europe ici. Le Maroc, elle s'appuie sur ils ont compris qu'il fallait mettre des académies en place. Le Maroc, il y a Mohamed VI, ils sortent des joueurs. Chaque année, ils sortent des joueurs, Mohamed VI. Ils ont cette structure-là qui peuvent pouvoir travailler sur du long terme. Ce qui est intéressant au niveau du Maroc ou alors au niveau des Sénégalais, ce sont certains joueurs sont formés dans leur pays. Dans leur pays. Ils ne sont pas nés en Europe, ils sont formés dans leur pays. Donc ensuite, bien entendu, ils s'évadent après en Europe. Et ce sont des joueurs qui ont cette culture-là, ils ont déjà cette double nationalité. Nous, actuellement, on ne l'a pas. On a quasiment que des binationaux. Oui, je crois qu'il y avait une statistique qui montrait qu'on est l'un des pays avec le plus de joueurs nés à l'extérieur. En Europe. Pourquoi? Parce qu'il faut se poser les bonnes questions. Faut pas le football comorien, si le football comorien doit se développer, il faut rentrer, faut faire les bases chez nous. Moi, j'ai toujours voulu contribuer au développement du football comorien, mais on m'a jamais donné l'accès. Ah oui. On m'a jamais donné l'accès. Peut-être j'étais pas assez compétent, peut-être. C'est peut-être quelque chose qui pourra se faire dans le futur. Peut-être dans le futur, mais on m'a jamais donné l'accès. Et je pense que faut se poser les bonnes questions aussi, comme je l'ai dit. Est-ce que vous voyez des clubs comoriens jouer en Ligue des Champions ou en Coupe de Confédération? Vous les avez vus en poule? Jamais. Jamais. Derrière, il y a un problème de formation. Il y a un problème d'infrastructure. L'académie, en théorie, quand vous avez une académie, ça doit amener une valeur supplémentaire au niveau de l'équipe nationale. Des joueurs qui, potentiellement, il doit en avoir un, chaque année, il doit sortir. C'est le néant. Il faut se poser les bonnes questions. On dit oui, le football comorien va bien. Non. Le football comorien va bien dans le sens où c'est sur des résultats ponctuels, quoi. Voilà, ponctuels. Pour qu'il y ait il y a ce côté-là, s'appuyer sur les binationaux qui est actuellement, où forcément il y a beaucoup de jeunes qui sortent du centre de formation, et travailler chez nous. On peut le faire, on a le potentiel, et il faut le faire. Il ne faut pas lâcher ce côté-là où on y croit. Peut-être un jour, il y aura vraiment une volonté de pouvoir construire, continuer à construire des terrains, former des éducateurs, continuer à travailler. Voilà. Actuellement, on s'appuie, comme dans tous les pays africains, on s'appuie sur des dispositifs FIFA. Ça dure quoi? C'est des contrats de 3 ans, c'est des contrats de 4 ans. Alors, derrière, il faut
il faut une pérennité. Il faut des éducateurs. Il faut de la formation. Il faut des partenariats. Il faut des investisseurs. Et ça, et Dieu sait que le football comorien, qui aime pas le football aux Comores? Dès que l'équipe nationale elle joue, le pays s'arrête. Le pays s'arrête. C'est plus important que tout, le football. Bah justement, ça me fait penser à une autre question. Donc, du coup, donc ça me fait penser, je vais revenir sur un épisode qui est peut-être douloureux. Donc, c'était une défaite, du coup, avec Samuoli, où en sortant du stade, tu racontes dans un entretien qu'on vous a jeté des pierres. Juste avant, tu disais que les Comoriens aiment le foot, vraiment aiment le foot. Alors, qu'est-ce qui fait... Bon, ça répond aussi un peu à la question, mais qu'est-ce qui fait qu'on a une forte mobilisation, limite une émeute, quand l'équipe nationale perd, mais quand il y a des problèmes d'eau et d'électricité ou d'hôpitaux, il n'y a pas de mobilisation C'est un peu une question sociologique. Oui, c'est difficile à répondre, Ouais. parce que bon, je suis pas trop là-dedans et je sais que moi je l'ai vécu et les problématiques que peut avoir le pays sur l'aspect économique, au niveau des problèmes des hôpitaux, comme tu l'as cité, et tout ce qui est aussi sur les coupures d'électricité et l'eau, etc. Voilà, c'est un problème récurrent qu'il y a chez nous. J'espère que ça va s'améliorer. On espère toujours qu'il y ait une amélioration par rapport à tous ces problèmes-là. Après, concernant le football, c'est fédérateur, les gens se rassemblent, ils oublient tout ce qu'ils ont, les problématiques qu'ils peuvent avoir, les maladies, les soucis familiaux. Voilà, il y a tellement une ADN de cette équipe nationale qui fait que les Comoriens, quand les Sélacans, quand ils arrivent, ils mettent le pied dans le pays, voilà, le pays s'arrête, quoi. Le pays s'arrête, les couleurs, la ville, quand on passe dans les villages ou au centre-ville qui est Moroni, des couleurs vertes, et les gens sont habillés aux couleurs des Sélacantes et qu'attendent impatiemment les matchs. Voilà, moi je l'ai vécu, c'est vrai que ça a été douloureux pour nous, hein. Je vous dis sincèrement, j'avais pris un coup derrière la tête, hein. Je pense que c'était ce match contre l'Ouganda. On avait dominé le match à Mitsamoli et c'est le pauvre Youssoum Changama qui avait pour moi qui avait pas loupé parce que c'est le gardien qui l'avait sorti au Yona, je crois, c'était le gardien d'Ouganda et qui a été un des meilleurs gardiens en 2017 en Afrique, qui a été nommé un des meilleurs gardiens. Et qu'à la fin du match, il loupe le pénalty a été arrêté par le gardien. Derrière, il marque sur une transition. On sort du stade. Alors là, ça a été la dégringolade, hein. Une peur bleue. On a pris des cailloux dans le bus. Au retour, pour rentrer à l'aéroport, pour prendre l'avion, pour partir en France, les joueurs, ils ont eu peur. Les binationaux ont eu très, très peur. Très peur. Ça a été la goutte qui avait fait déborder le vase et je peux te dire que j'ai senti une réticence de revenir après certains joueurs hein, qui étaient à l'époque, il y avait je pense Chakar Ladur qui jouait déjà en Ligue 1, certains joueurs qui jouaient dans un très bon championnat, Ben Fardou, je crois qu'il y avait Ben Fardou, il y avait Najim Abdou, et au final, le mois d'après, on joue les qualifications de Coupe du Monde, parce qu'il y avait à l'époque c'était les premiers tours, et il y avait 90% des joueurs n'étaient pas venus. 90% des joueurs n'étaient pas venus, on était obligé de prendre des joueurs de N3, N2, et on a renversé la tendance puisqu'on est allé se qualifier pour le deuxième tour, il y avait un deuxième tour contre le Ghana, où on avait joué le Ghana, on est allé faire un résultat au Lesotho, et voilà, la tendance elle a basculé, voilà, et le regard avait changé, mais c'est ça le football, quoi. C'est malheureux, c'est ça, et
Et je les en veux pas parce que c'est des passionnés, ils aiment leur pays, ils veulent que le pays progresse, avance. Eux, ils sont pas là pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur, quoi. Ils savent pas ce qu'il y a en termes de problèmes, quoi. Donc, ce que nous, on a pu vivre, voilà, ils savent pas que derrière, il y a une souffrance, on se bat tous les jours pour créer une équipe compétitive et on a très peu de moyens pour arriver à construire quelque chose. Voilà, on fait avec nos moyens et on arrive, et grâce à la volonté de Dieu, on arrive à s'en sortir, quoi. Mm. Et d'ailleurs, là, tu parlais des joueurs binationaux et donc ceux de la diaspora. Euh, une question que je ne sais pas poser, c'est de savoir qu'est-ce qui était le plus difficile pour les convaincre de venir. Est-ce que c'était plutôt sportivement? Parce qu'au début, bah, quand tu prends l'équipe, voilà, footballistiquement, le niveau, il n'est pas. Enfin, voilà. Comment est-ce que tu arrives à les convaincre? Qu'est-ce qui est le plus dur? C'est sportivement ou politiquement Les deux. Les deux. Sportivement, pour le joueur qui arrive de la capitale, en gros, on sait qu'on a un archipel et on sait que en termes politiques, il y a toujours cette problématique de notre île de Mayotte. Voilà, ça a été difficile de convaincre certains joueurs de l'archipel de venir nous rejoindre, pour des raisons politiques aussi, hein, quand ils sont entre une décision familiale, entre les parents qui disent que Mayotte c'est français, non, les Comores, Mayotte c'est comorien, voilà, et c'est très difficile. Et c'est un choix qui a été, certains ont fait le pas, comme Faïs Selemani ou Matoar ou Ben Fardou, qui était un des premiers, qui sont issus de l'île de Mayotte. Voilà, ça a été difficile, mais ça a été fédérateur, ça a rassemblé aussi beaucoup de paramètres, et cette union-là a été forte de les convaincre. Pour moi, ça a été très fort de pouvoir amener ces joueurs-là. Après, faut pas se leurrer, hein. Un joueur, les binationaux, un joueur qui est né en France, il va choisir l'équipe de France, hein. Moi, je suis clair et tout le monde le sait, hein. Et dans n'importe quelle nation, c'est comme ça. Ils vont toujours choisir le pays où ils sont nés. Après, choisir le pays de leurs parents, quoi. Ça se fait naturel. Maintenant, la tendance a changé sur certaines nations comme le Maroc ou la Côte d'Ivoire ou d'autres nations où les joueurs de cette génération, ils choisissent le pays de leurs parents. Et nous, ça a été difficile de pouvoir avoir ces joueurs-là. Je pense que ça va pas changer parce que il y a ce côté aussi prestigieux de jouer pour l'équipe du pays où ils sont nés, et on sera toujours un second choix. On sera toujours un second choix. Et ça a été un travail qui a été fait pendant des années. Et on avait, je sais qu'on avait approché des Méziane Maolida à l'époque, avant que je sois là, ou d'autres joueurs, Omari, voilà, tous ces joueurs-là, on les a approchés, mais ils avaient une autre idée en tête. D'abord leur carrière, l'équipe de France, voilà. Après, à un moment donné, la réalité, elle y est, donc ils choisissent en second leur pays, quoi, leur pays, et tous ont fait ça. Nous, les joueurs aussi qu'on avait aussi pu convaincre, on a voulu convaincre, les Seydou Youssouf, voilà, tous ces joueurs-là, on les avait déjà touchés à l'époque, quoi. Mais après, au fil du temps, ils sont venus, même les Rafiki Saïd, voilà, c'est pas d'aujourd'hui. Ils ont attendu 2-3 ans pour voir un peu comment ça fonctionnait. Et puis au final, quand vous rentrez à la maison et vous voyez votre nation, vous voyez ce public-là, mais c'est quand vous mettez le pied à Moroni, vous mettez les pieds aux Comores, là, le joueur ne veut plus partir. Parce qu'il y a cet amour-là. Ouais. Cet amour-là. Et ça, c'est important. Moi, j'ai pas vu un joueur des binationaux qui sont arrivés aux Comores et qu'ils ont mis le pied, qu'ils ont vu l'ampleur qu'il y avait, l'amour, la ferveur, et dire non, mais je reviens plus au pays. Non, c'est tout à fait logique. Je les comprends, que voilà,
Les Comores, c'est pas mes premiers choix. En fait, il y a un travail de séduction à faire, en fait. Tout à fait. Parce que, enfin, c'est peut-être parce que ce travail de séduction-là n'a pas été fait de préparation mentale, on va dire, et que peut-être ces joueurs ne pensent pas tout de suite. Non, la séduction, elle se fait aussi par les résultats aussi. Ouais. Elle se fait aussi par les résultats. Quand vous avez une nation, parce que moi, quand je prends l'équipe, elle était 180e au classement FIFA, quoi. 189e, on était 50. Et au fil des années, on a progressé. Et quand il y a une nation qui progresse derrière, qu'elle fait un peu de bruit, qu'on voit qu'il y a une ferveur, qu'il y a un public, un engouement, voilà, c'est à peu près un petit peu. C'est à peu près l'équipe nationale, elle commence un peu à ressembler à quelque chose. Les joueurs y viennent, quoi. Les joueurs y viennent. La séduction, elle se fait. Les mots, on les a. Les mots, on les a. Le patriotisme, on va leur donner le patriotisme. On va leur dire, voilà, mais ils savent que, voilà. Et ils savent aussi qu'il y a aussi cet amour-là que les gens vont leur apporter. C'est pour ça que quand le joueur, il faut qu'il arrive, il vienne au pays pour voir ce que c'est. Il voit l'amour que le pays peut leur apporter. Après, il y a ce paramètre aussi, le frein aussi des blessures aussi, hein, qui est assez important. Ils ont une carrière aussi, les joueurs, hein, peur de se blesser. Ça peut être aussi un frein d'une carrière d'un footballeur, quoi. Équipe nationale, quoi. Je comprends. On approche de la fin de l'entretien. Je vais te poser peut-être 3 ou 4 dernières questions. Si tu avais carte blanche pour changer quelque chose aux Comores, quelle serait ta priorité absolue et pourquoi? Les infrastructures. Ok. Je pense les infrastructures. Après, travailler sur la formation, les éducateurs, former les éducateurs. Je trouve qu'il n'y en a pas assez. Il y a très peu d'éducateurs formés. Ça arrive. Et je pense que là, avec les nouvelles générations, les générations qui ont joué avec moi et qui sont en train de se former, il y a une compétence qui va arriver. Et mentalité. Mentalité aussi. Voilà. Changer pas mal de mentalité par rapport à ce que j'ai vu, ce que j'ai observé. Voilà. Et je pense que la réflexion aussi de construction de projets. Quand tu dis mentalité, tu penses à quelque chose en particulier ou... La construction. Comme j'ai dit, on est beaucoup dans le résultat et on oublie que il faut arriver à se construire, quoi. Arriver à se construire. On ne peut pas construire un projet du jour au lendemain. Ça, c'est impossible, quoi. Les fruits, les résultats, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Quand vous montez un centre de formation, il faut attendre 6-7 ans pour que vous ayez des joueurs qui vont éclore et qui vont exploser un petit peu de ce système-là. Et je pense qu'il faut avoir de la patience. On n'est pas patient. On a zéro patience. On veut tout de suite. Et ça, c'est problématique chez nous parce qu'il faut énormément de la patience. Et puis aussi, comme je l'ai dit aussi souvent, je le vois au niveau des éducateurs, il y a très peu d'entraîneurs diplômés. Il y a très peu d'entraîneurs diplômés. Chez les éducateurs, je peux les compter même sur les doigts de la main, les diplômés. Je pense que je suis un des seuls à avoir le diplôme pro aux Comores. Je pense que je suis le seul. Et je pense que derrière, j'espère qu'il y en aura d'autres qui vont arriver parce qu'on a besoin de ça. On a besoin de compétences. J'espère que les anciens joueurs vont pouvoir aussi investir et venir développer le football comorien. C'est ce qu'on attend. C'est ce qu'on attend. Alors, toute dernière question. Pour résumer, après cette CAN 2025, s'il y avait une seule chose que le spectateur comorien devait retenir, qu'est-ce que ce serait? Cette deuxième qualification. Déjà, avoir cette deuxième qualification à la CAN, c'est formidable. Et ce côté reconnaissance. Le continent, cette reconnaissance de notre petit pays, avec grand cœur, avec grand cœur, avec grand cœur. Les enfants, comme on dit, les enfants de la Lune, voilà,
ce côté-là où on dégage cette joie de vivre. Le Comorien, il a ce côté-là, il a cette joie de vivre. Il est jovial, il est toujours joyeux, même malgré nos problèmes qu'on peut avoir au sein d'un pays. On est une famille. Les gens sont une famille. On le voit chez nous, les gens sont une famille. Et ça, c'est ça que les Comoriens doivent être contents de cette CAN-là. Même malgré le résultat, il faut continuer à encourager l'équipe nationale. Et cette ferveur, il faut la maintenir. Ok, d'accord. Amir, merci beaucoup. Merci. Merci pour cet entretien. Merci aussi pour tout ce que tu as fait pour l'équipe. Merci beaucoup. Donc, merci à tous d'avoir suivi cet entretien. N'hésitez surtout pas à le partager et également à commenter. C'est ce qui permettra de faire mieux circuler nos idées et ces échanges. Et je vous dis à une prochaine fois sur notre chaîne Comore Initiative.